Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. C'est un secteur où c'est l'humain qui crée l'étincelle de valeur et que donc on se sent très privilégié de pouvoir aider ce secteur à prospérer parce qu'il a des belles valeurs et ça nous correspond bien. Dans la vie, on ne peut pas faire les choses sans cœur et je trouve que l'hospitalité, c'est vraiment ce qui caractérise cette logique de faire les choses avec du cœur. La logique d'hospitalité, il y a vraiment cette logique de séduction et je trouve que ça nous définit mieux en termes d'industrie. Je trouve qu'on vit un moment où c'est la revanche de la main sur le cerveau. Je pense que le vrai sujet, c'est le leadership. Et le leadership, c'est d'apprendre, d'abord soi-même, à dépasser ses peurs. Mes chers insiders, bienvenue sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous êtes hôtelier et vous cherchez une solution sur mesure pour améliorer l'expérience client, satisfaire vos équipes et optimiser vos opérations? J'ai la solution pour vous. Muse, c'est mon nouveau partenaire. Muse, c'est bien plus qu'un simple PMS. C'est une plateforme nouvelle génération faite par des hôteliers pour des hôteliers. Avec Muse, vous pouvez personnaliser chaque aspect de l'expérience de vos clients, de la réservation au checkout, de la réception au revenu management. Vous pouvez même automatiser les processus fastidieux, libérant ainsi du temps à vos équipes pour offrir un service exceptionnel à vos clients. Muse n'est pas seulement une solution de gestion, c'est un partenaire dédié à la réussite de votre établissement. Que vous gériez un petit hôtel de charme, des appart-hôtels ou une grande chaîne internationale, Muse s'adapte à vos besoins. En plus, bénéficiez de 10% de réduction sur les frais récurrents en disant que vous venez de ma part. Et si le sujet vous passionne, foncez écouter l'épisode que j'ai enregistré pendant l'été avec Mac Abdelkafi, le directeur des ventes de Muse en France. N'attendez plus et faites passer votre hôtel à la vitesse supérieure avec Muse. Il dirige à la fois le groupe de conseil spécialiste de l'hôtellerie MKG Consulting et le média Hospitality On. On peut dire que mon invité a une bonne vision macro de l'économie du tourisme et j'ai hâte d'approfondir tout cela avec lui. Bonjour, Vangelis Panayotis. Bonjour Maxime. Ravi de t'accueillir sur le podcast. Écoute, je crois que tu es un des tout premiers invités qui est une recommandation, puisqu'en fait c'est Brice Dution qui au début de l'été t'avait cité comme invité recommandé et tu as tout de suite répondu à l'appel, donc je te remercie d'être présent aujourd'hui et salutations à Brice. Merci à toi et merci à Brice qui a toujours de bonnes recommandations, donc je suis très flatté. Bon, bah écoute, moi je te suis, je dois dire depuis quelques temps déjà, notamment à travers ton média Hospitality On, auquel en plus je suis abonné, donc je reçois régulièrement tes actualités. Peut-être que certains dans l'audience ne te connaissent pas encore. J'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous racontes ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé jusque-là? Bah écoute, aujourd'hui, on a 2 activités comme tu l'évoquais. Un, c'est MKG Consulting qui est de l'expertise. Alors j'aime pas beaucoup ce terme parce que quand on parle expertise, stratégie, je trouve que c'est un peu pompeux. Mais en gros, notre métier, c'est d'accompagner notamment les investisseurs privés pour faire les bons choix en termes d'investissement dans le secteur. Et ça passe par des études de marché, des études de valorisation, des schémas de développement hôtelier quand il s'agit d'acteurs publics ou des territoires. Et puis voilà, différentes études plus macro en termes de data et de statistiques. À côté de ça, on a un observatoire qu'on a monté depuis plus de 20 ans qui collecte
les data et donc qui permet, d'amener confiance et transparence sur le marché, à la fois aux opérateurs de pouvoir piloter, leurs opérations et de voir s'ils sont performants ou pas et à la fois à ceux qui investissent dans ce secteur, savoir qu'ils investissent dans un secteur, existe, qui est, rentable, qui marche et de pouvoir créer de la confiance, autour de ça. Mmh. Et puis à côté de ça, avec, Hospitality On, on s'est dit, puisque le secteur nous faisait déjà, confiance et nous avait un peu choisi pour être le tiers neutre de confiance, pour nous confier leurs data, est-ce qu'on peut essayer, humblement de l'animer et de produire du contenu qui est plutôt là pour éviter de se regarder le nombril et de se renfermer en termes de secteur, mais Ouais, au bien sûr. contraire d'essayer de s'ouvrir, et de s'inspirer, de ce qui peut être fait par ailleurs et un peu comme des chef de cuisine, on essaye de servir que ce qu'on mangerait nous-mêmes. Je dis pas qu'on y arrive tout le temps, on serait un peu pieux, mais on respecte beaucoup ce temps de cerveau, que nous donnent, les gens qui sont passionnés dans ce secteur, parce que c'est un secteur qui demande beaucoup d'implication, au quotidien et parfois on n'a pas trop le temps. Donc, quand, ils nous font, l'honneur de nous donner un petit peu de temps, on essaie vraiment de faire le maximum pour que ça soit utile pour eux et que ça leur permette d'avancer et que globalement, ça permet à ce secteur d'avancer. On a fait un peu essayer de rephraser c'est quoi notre mission, notre valeur et en gros, c'est vraiment de permettre, à ce secteur de pouvoir prospérer. Donc comment nous, on peut humblement, et l'aider à se structurer, l'aider à y voir plus clair, l'aider à prendre D'accord, oui. les bons choix, pour qu'il continue à prospérer et pourquoi on le fait? Parce qu'on considère que c'est un secteur où c'est l'humain qui crée l'étincelle de valeur, et que donc on se sent, très privilégié de pouvoir aider ce secteur à prospérer parce qu'il a des belles valeurs et ça nous correspond bien. Mmh. Dans secteur, tu mets quoi? CHR et tourisme plus largement? Écoute, j'aime pas beaucoup, le mot tourisme. Je Ouais. sais que ça peut paraître un peu un peu bizarre. Je trouve qu'au fil des années, on l'a un petit peu galvaudé et que le mot tourisme ou touriste, nous ramène à ce côté un peu mercantiliste, et enlève, tout ce côté que moi j'aime, que je préf c'est pour ça que je préfère utiliser le mot hospitalité. Parce que Mmh. dans la logique d'hospitalité, il y a vraiment cette logique, de servuction, d'aller créer un Ouais. service, de processer un service et je trouve que ça nous définit mieux en termes d'industrie. Aujourd'hui, on voit dans des expériences retail, dans le luxe, qu'on va retrouver tous les codes de l'hospitalité. Notre secteur, traditionnel de l'hôtellerie, a amené beaucoup de choses dans l'expérience quand on va acheter une voiture, quand on va dans un magasin, de Ouais, tout luxe, à fait. quand on va dans un lounge, de compagnie aérienne, voilà. Je trouve que ça amène des choses qui sont plus larges qu'une vision un peu touristique et puis je termine Mmh. là-dessus, mais je trouvais qu'être un touriste, c'est un peu comme être, chômeur, malade et cetera. C'est un état et je trouve que l'hospitalité, c'est vraiment ce process d'aller designer une expérience et de la rendre, possible, et de créer de la valeur par voilà et je trouve que ça définit mieux en termes Mmh. d'industrie, quoi. Du coup, C'est le très média intéressant, tu m'obliges à rebondir, mais je vais le faire souvent parce qu'on partage, le même intérêt. D'ailleurs, toi, tu as un média qui s'appelle Hospitality On, moi j'en ai un qui s'appelle Hospitality Insiders, donc je pense qu'on doit partager une vision commune. mmh, Même en anglais, on parle de Hospitality Industry, mmh, on parle moins de Tourism Industry. On devrait parler, j'avais fait un post LinkedIn un jour d'industrie de l'hospitalité, où moi je préfère les métiers de l'hospitalité pour englober, tout notre secteur finalement. mmh. Ouais, donc je trouve que dans la vie, on peut pas faire les choses sans cœur. Notre industrie, elle est performante quand le service est fait avec le cœur, avec une empathie sincère ou autre et je trouve que l'hospitalité, c'est vraiment ce qui caractérise, voilà, cette logique de faire les choses avec du cœur. Si tu reviens à ce qu'est l'hospitalité, du voyageur dans l'Antiquité, ou avant, voilà, c'était, apporter, secours et réconfort à quelqu'un qui était dans un voyage et par rapport à un touriste qui prend un selfie, pour Instagram, devant la tour Eiffel, ou autre, le voyage, c'est un enrichissement à part entière. Aujourd'hui, les gens ont envie de voyager pour découvrir une culture, découvrir, un terroir, une gastronomie, des accents, un paysage, voilà, on a envie de s'enrichir, de sortir de son quotidien, de sortir de sa caverne, il y a quelque chose d'anthropologique, pour aller découvrir le monde, s'y confronter et y revenir enrichi, chez soi et je trouve que l'hospitalité, clairement, ça définit beaucoup mieux ce process. Mmh, bien sûr, tu as complètement raison. Hem, Moi, je voudrais aussi comprendre un point de vue, organisation, enfin le côté entrepreneurial cette fois-ci. Ce sont bien 2 sociétés distinctes, en fait? Elles sont liées uniquement par toi ou est-ce que les équipes sont les mêmes pour et MKG et Hospitality On?
Non, c'est 2 équipes, qui sont complètement, distinctes. Ça peut arriver que sur certains sujets, elles travaillent, ensemble quand il y a des, dossiers, notamment sur le classement, enfin ce qu'on appelle le ranking. Donc on fait un gros recensement, exhaustif de l'offre mondiale, de chaînes ou même au niveau global. Bah, il y a un travail commun. MKG va produire toute la data, que Hospitality On va pouvoir, mettre en lumière et posté sous forme d'un article et d'un contenu éditorial. Il y a quelques cas de figure, mais c'est les seuls moments où ils interagissent. Ce sont deux structures différentes, des équipes totalement dédiées pour les deux. D'accord. Et au niveau de toi, ton parcours finalement, comment est-ce que tu en es arrivé à prendre la tête de cette double entreprise? Bah, écoute, comme mes origines, grecques, méditerranéennes, c'est souvent, comme ça, hein, c'est assez familial. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une école hôtelière. Je sais pas si j'ai choisi ce secteur ou ce secteur m'a choisi. Tu sais, il y a une espèce Mmh. d'alchimie comme ça. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas de figure. Oh que oui. C'est un secteur, c'est presque naturel. On tombe dedans presque naturellement, je pense. Autrement, c'est impossible d'y rester et de s'y passionner parce il engloutit que les passions. C'est difficile de le faire par défaut ou juste pour avoir à manger à la fin du mois. Je pense que c'est pas tenable. Il faut vraiment le faire Ouais. avec passion. Donc j'ai suivi ça. Mon grand-père était pâtissier dans un hôtel en Crète. Mon père voulait pas du tout travailler dans le secteur et in fine, il a fini par y travailler. Et finalement, dès petit, j'étais confronté à ce monde des hôtels, du voyage et vraiment sans y réfléchir, voilà, je suis tombé dedans. Et je crois que ça m'allait très bien. Petit, j'aimais bien faire des spectacles, j'aimais bien Ouais. animer un peu, j'aimais bien cuisiner. Je sais pas, ça a été plutôt assez naturel pour moi. Et j'avais aussi cette fibre assez entrepreneuriale. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu suivre l'initiative qu'avait lancé mon père. Ça s'est bien passé parce que dans beaucoup de cas de figure, c'est très difficile. Voilà, il y a pas, Mmh. on peut pas aligner les passions, et cetera. Et puis j'ai donc racheté avec mon frère et ma sœur, enfin d'abord seul en 2017, toute la partie MKG. Et puis ensuite en 2019, il a eu le nez creux de vendre ça juste avant le Covid, toute la partie presse et événementielle. Et voilà, maintenant on essaie d'écrire D'accord. un nouveau chapitre. Donc c'est ton père qui avait créé et MKG et Hospitality On et toi tu l'as accompagné avant de racheter, ta partie et de prendre finalement la présidence? Ouais, tout à fait. On pensait que c'était la bonne façon de le faire, parce que, dans tout projet entrepreneurial, il y a une prise de risque. Je pense que c'est que face, au risque qu'on démontre, sa vraie volonté, de faire quelque chose. Et ça nous paraissait bien de faire ça Mmh. comme ça. Et puis, voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ça au quotidien et puis j'espère que je pourrai continuer à le développer. Mmh. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est l'activité du tourisme, ça m'intéresse aussi de comprendre le parcours entrepreneurial et un peu ton quotidien. C'est quoi le quotidien de Vangelis qui dirige, 2 entreprises? Bah, écoute, c'est beaucoup d'organisation. J'imagine. Moi, je suis quelqu'un de plutôt, créatif. Je pourrais faire, 1000 choses en même temps dans la journée, mais Ouais. assez vite, on se rend compte que ça marche pas comme ça. Il faut se cadrer un peu, s'organiser, mettre des process. Donc, j'essaye de m'autodiscipliner, avec l'aide des super équipes que j'ai. C'est important d'être complémentaire. Donc écoute, c'est un agenda qui est plutôt, assez militaire, sur les objectifs. L'idée, c'est de se dire où est-ce qu'on veut aller, quelles sont les étapes qu'on a envie de franchir et comment on va s'organiser, pour arriver au résultat qu'on souhaite, avoir. D'abord s'organiser soi-même. Donc, il y a une routine avec, Oui. en termes de management, et cetera. Et puis ensuite, comment s'organiser avec les autres, c'est-à-dire comment mettre les autres dans la meilleure situation pour nous aider à obtenir le résultat collectif qu'on cherche à obtenir. C'est pas une science exacte et c'est ça qui est passionnant, et Ouais. j'apprends tous les jours. Et puis le troisième point, je pense c'est aussi une discipline personnelle parce qu'avec le temps, on se rend compte que, on met tellement d'intensité et d'énergie qu'on peut pas le faire. Alors
pas des athlètes, hein, évidemment, heureusement d'ailleurs, on peut garder quelques plaisirs, Mmh. notamment, du bon vin, ou autre chose, mais Ouais, heureusement. il faut une rigueur personnelle parce qu'on peut pas mettre autant d'intensité sur le long terme et si on n'a pas l'endurance et donc si on n'a pas un petit peu de discipline personnelle, et Mmh. puis d'essayer de se mettre dans la meilleure énergie, au quotidien pour pouvoir donner, Ouais. au maximum, quoi. Là aussi, ça fait partie, moi, de mes sujets favoris. Je fais beaucoup de parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat. On n'est peut-être pas des athlètes de haut niveau parce qu'on n'a pas une compétition sportive, mais d'un point de vue organisation, style de vie, quand tu nous décris un peu ton quotidien, on imagine que la rigueur, elle peut être similaire à un athlète, à quelques exceptions, près les verres de vin. Ouais, bah, écoute, moi j'ai beaucoup de rituels, avec Mmh. mes équipes, des moments, qui vraiment il faudrait un cataclysme, ou être en vacances pour pour ne pas les faire et d'ailleurs même pendant mes vacances cet été, il y en a certains que j'ai continué à faire parce que voilà, j'étais content de le faire, hein. J'ai vraiment j'assume mes choix, je travaille, beaucoup par plaisir. C'est pas facile, c'est chiant, c'est fatigant, c'est tout ce que tu veux, mais Mmh. dans le fond, il y a un vrai plaisir, quand les choses avancent, donc c'est pas du tout une contrainte, insurmontable. Mais voilà, donc tu vois, j'ai du lundi au vendredi, j'ai, 60 de mon agenda qui est déjà, bien calé par rapport, aux choses que j'ai à faire. Mmh. Ouais, c'est très intéressant. Écoute, je te remercie d'avoir, introduit le sujet aussi et de ta personne. On comprend mieux aussi pourquoi est-ce que j'ai souhaité t'avoir, pour avoir ta vision et je voudrais que tu nous donnes, un petit peu le panorama global que tu fais aujourd'hui des métiers des CHR et du tourisme. En fait, quelle est ta vision de la santé de notre économie actuelle? Écoute, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je sais qu'on adore se plaindre, on a Ouais, quand même quelque chose de commerçant dans l'âme, donc tant qu'on se plaint, c'est que ça va plutôt bien. C'est c'est l'inverse vrai. qui est plutôt inquiétant. Ceci étant dit, il y a des contrastes et c'est généralement dans ces moments-là qu'il faut être un peu dans la préparation de ce qui va suivre et là-dessus, je trouve qu'on n'est pas encore tout à fait, comme il faut. Mais si tu veux, globalement, le défi qu'on a devant nous, c'est que, on a eu, une évolution sociétale et excuse-moi, je reviens un peu en arrière, tu as eu la Mmh. mécanisation, de l'agriculture, puis ensuite, toute la partie des chaînes de montage, effectivement dans la partie industrielle, puis le service est venu et puis les algorithmes sont venus dans les services. Du coup, tu as plus de guichetier de banque, quand tu as un chèque ou que tu veux faire un virement, tu fais ça avec ton portable et maintenant arrive l'intelligence artificielle et donc se posent plein de questions, dans quelle mesure l'humain va rester une valeur économique compétitive par rapport à des ruptures technologiques qui ont plutôt tendance à s'accélérer. Et je trouve que notre métier, clairement, est un métier qui ne peut pas être disrupté par ces évolutions technologiques. Et au contraire, d'ailleurs, c'est un des prochains éditos, je trouve qu'on vit un moment où c'est la revanche de la main sur le cerveau. Pendant pas mal de décennies, le cerveau a permis de nous donner du confort, de nous donner une qualité de vie, etc., etc., et c'est très bien. Mais maintenant, on voit que des métiers comme juriste, comme médecin sont en train d'être disruptés par le fait qu'une intelligence artificielle peut repérer des tumeurs beaucoup mieux que le meilleur des médecins ou Mmh. trouver la jurisprudence beaucoup mieux que le meilleur des avocats ou des juristes. Et donc on voit que des métiers qui sont hyper qualifiés aujourd'hui bah, sont à risque par rapport à des ruptures technologiques telles que peuvent être l'intelligence artificielle ou à l'inverse aller réparer des toilettes qui fuient ou aller donner un moment de service ou un moment de plaisir exceptionnel à des gens, ça va, à mon avis, continuer à prendre de plus en plus de valeur Ouais. dans un monde où le reste va devenir une commodité, finalement. Et en ça, je trouve que notre secteur a quelque chose de magnifique. Et bon, peut-être que je suis biaisé parce que j'adore ce secteur, mais je pense que c'est probablement l'un des secteurs d'avenir le plus bankable pour moi, de permettre aux gens de justement s'extraire de leur quotidien, rencontrer d'autres personnes, vivre des moments de service, des moments d'émotion, des moments hors de leur quotidien. Et ça, à mon avis, on a un boulevard. On a un boulevard devant nous dans ce secteur. Donc une fois qu'on a dit ça, ça c'est plutôt une vision prospective un peu long Ouais, terme. Je suis d'accord. plutôt confiant pour le secteur. Maintenant, si on revient sur du très court terme, on a plein d'enjeux à voir. D'abord, on a un contexte d'investissement. Ces dernières années, on pouvait investir en empruntant à des sommes qui étaient plutôt assez basses en termes de taux d'intérêt, de l'ordre de 1%. Donc ça réduisait considérablement le risque
sur l'investissement. L'investissement, c'est le point de départ. C'est voilà, faut faire l'hôtel, faut faire l'hôtellerie de plein air, le restaurant, voilà, tout ça, et ça nécessite un investissement initial. Et on avait un contexte où la demande était plutôt bonne et le coût de l'investissement était plutôt faible. Donc ça a permis de réduire énormément le risque. Là, maintenant, on va rentrer dans un momentum qui va être un momentum où il va y avoir des vraies expertises. C'est-à-dire qu'il faudra des vrais experts pour bien faire fonctionner tout ça, parce que la marge de manœuvre sera plus réduite, la possibilité de se tromper ou de faire fausse route ou une sortie de piste sera plus importante. Et donc, il va falloir être capable d'exécuter l'ensemble de la chaîne de création de valeur avec de l'expertise et du savoir-faire, plus que ça n'a jamais été le cas, à mon avis, dans l'histoire de notre secteur. Donc, c'est très bien, parce qu'on a des professionnels exceptionnels, et donc je pense qu'ils vont continuer à faire vivre ce secteur. Par contre, ce qui est probablement le cas, c'est que tous ceux qui sont actuellement là et qui sont des bons experts, pour eux, même si ça va être plus dur pour les autres, mais pour eux, je te fais une petite prédiction comme ça, on se donne rendez-vous dans 5 ans, je pense que la grande majorité d'entre eux aura doublé de taille. Ah, intéressant ça. Donc, tu vois, ceux qui ont aujourd'hui 3 hôtels en auront au moins 6, ceux qui en ont 25 en auront 50, et ainsi de suite, parce qu'ils ont l'expertise et le savoir-faire, dans un contexte difficile, de Mm. saisir les opportunités et d'être capable de les faire fonctionner. Oui. Et ça, je pense que ça va être plutôt assez rare. Donc ça, c'est plutôt sur le contexte économique. Maintenant, notre secteur fonctionne parce que les gens ont du pouvoir d'achat. À un moment donné, ce qu'on va couper, quand on n'a plus vraiment de ressources, bah, ça va être les déplacements, le plaisir avec le Oui. restaurant, voilà. Même si c'est plus résilient ces derniers temps, le Covid a montré qu'on arbitrait un petit peu différemment, que finalement, on vit dans un contexte qui est tellement anxiogène que de pouvoir se changer un peu les idées, ça a pris un niveau de valeur qui est assez important, et on arbitre moins là-dessus. On est plus enclin à aller sanctuariser cette dépense. Mais en tout cas, voilà, si on n'a pas un retournement économique trop violent et trop durable, on aura une petite parenthèse, je pense, dans les mois qui viennent, mais ça repartira très bien. Mais si de façon durable, on a un problème pour le pouvoir d'achat et la dépense, alors on aura une crise peut-être un peu plus longue dans notre secteur. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette vision-là, et en plus tu l'as placé dans le temps avec le contexte historique. C'est, enfin, en tout cas pour moi, très clair, et je te rejoins. Rendez-vous dans 5 ans pour voir si ta prédiction était la bonne. Une autre prédiction un peu plus à plus courte échelle. L'an prochain, il y a un événement international important qui va être accueilli en France, qui sont les JO 2024. Moi, c'est un sujet auquel je commence beaucoup à m'intéresser. Les hôteliers avec lesquels que je peux accompagner, bah, évidemment, se préoccupent de cette partie. Toi, quelle est ta vision de la France, d'un point de vue touristique, par rapport à l'accueil de cet événement-ci? Alors, d'abord, en France, on laisse à personne le privilège de nous tirer une balle dans le pied. On le fait tout seul très bien. Donc, voilà. La réalité, c'est qu'on a un pays exceptionnel pour le tourisme en termes de diversité. Enfin, il existe peu d'endroits dans le monde, dans un espace géographique si contraint, d'avoir autant de choses. C'est exceptionnel d'un point de vue Oui. culturel, paysage, montagne, mer, vignoble. Enfin, c'est sûr. Enfin, c'est incroyable. Franchement, il faudrait un jour qu'on fasse une étude approfondie là-dessus. Je crois qu'il n'existe pas d'endroit avec une telle diversité sur un territoire aussi restreint. Quand on pense aux JO de Pékin, par exemple, beaucoup de gens se sont dit c'est génial, les JO à Pékin, on va regarder ça à la télé tranquillement. Quand c'est à Paris, je pense qu'on va être surpris, mais ça va susciter beaucoup plus d'enthousiasme pour venir voir ce qui s'y passe, et essayer de vivre une expérience, parce qu'il y a un fantasme énorme autour du savoir-être et du savoir-vivre à la française. Et globalement, aller visiter la France, c'est le rêve de tout touriste ou Tout voyageur. voyageur, oui. Ils veulent un jour dans leur vie, ça fait partie du top 3 des voyages. Ils peuvent être déçus et pas revenir, c'est un autre débat. Mais globalement, dès que les gens accèdent au voyage et au tourisme, ça fait partie du top 3, quoi. Ils veulent vraiment, Mm. si on leur donnait, vous avez le choix de faire 2 pays, je suis sûr que la France serait citée une fois sur deux, Oui. quoi. Donc je pense que ça va être très positif en termes d'impact économique. Maintenant, on aime bien travailler toujours un peu dans l'urgence, etc. Bon, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, mais on a une très bonne qualité en termes d'accueil, quoi qu'on en dise. Il suffit de voyager dans le monde pour se rendre compte que
C'est pas si mal, il y a toujours mieux, mais il y a souvent pire. Mmh. Et puis, je pense que c'est il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Donc, je suis pas inquiet. Ça va être une belle vitrine pour nous et on a une chance incroyable. Imagine, on sort du covid, on a la coupe du monde de rugby et les jeux olympiques, tout Ouais, ça, en l'espace de 16 mois, à peine. complètement et ça, pour le Donc coup, c'est c'était pas «prévu» entre guillemets que tout ça tombe juste après le covid. Ouais, voilà. Après, il y a un autre point, si tu me permets de faire une petite ouais. digression, hein, on parle, je te disais souvent, on aime bien se tirer une balle dans le pied. Tu avais l'ADEME qui disait, le tourisme, c'est, peut-être je me trompe de 1 ou 2 mais c'est 8 du PIB Ouais. et 14 des gaz à émissions de ser enfin Mmh. de Généralement, la c'est ça, de la ça tourne pollution. autour des 10 en tout cas, ouais. Bon, moi je répondrais différemment. Je dirais que d'abord, on a un sous-jacent, énergétique qui est le nucléaire, qui est le plus décarboné, au monde. On a un pays qui a un réseau ferroviaire, il y a pas beaucoup d'équivalents dans le monde, donc en termes de déplacement décarboné, c'est quand même plutôt pas mal. Heu Depuis des décennies, on fait que pleurer parce qu'on a des contraintes de construction, des labels, des réglementations très contraignantes, et ça nous coûte cher et on se dit: «C'est impossible de faire, de développer dans ce pays, tout est cher» et cetera. Je parle même pas, du contexte, social. On est quand même loin d'être, au Bangladesh, ou dans des pays où il y a vraiment aucun droit, Ouais. social et cetera. Donc franchement, en termes de pays développés, je pense qu'il n'existe nulle part dans le monde, on peut vivre une expérience ESG du tourisme et du voyage, qu'en France. Donc c'est quand même dommage, alors qu'on a 15 minutes d'avance de façon structurelle sur ces sujets-là, qu'on dise: «Ah non, on est les mauvais, il faut pas voyager, c'est le tourisme, c'est l'enfer, c'est une industrie la plus polluante en France». Enfin, Oui. Pour voilà, je autant, trouve. ce sont des éléments à prendre en compte et on a un vrai travail à faire là-dessus, mais tu as raison quand même de signaler qu'il y a aussi un vrai intérêt économique et qu'il y a aussi des très belles choses qui sont faites en France. Et c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à se plaindre et à voir plutôt le verre à moitié plein. Donc c'est bien aussi que tu viennes contraster cette vision-là. Oui, oui, il faut qu'on fasse des choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on capitalise sur ces 15 minutes d'avance qu'on a, pour faire de la France, de façon durable, le meilleur élève sur toutes les bonnes pratiques en termes d'ESG. C'est évidemment, il y a aucun débat là-dessus. On voit bien vu cet été, hein, toutes les catastrophes naturelles, tous les Ouais. sujets climatiques, enfin voilà, c'est pas là où est le débat. Le Mmh. débat, c'est, comment nous, on en fait un avantage compétitif et comment on capitalise intelligemment et même encore, si on peut avoir une portée plus universelle, comment on propage les bonnes pratiques dans l'hospitalité en termes de ESG. On est tout à fait capable d'incarner ce leadership dans le monde et de dire c'est en France que les meilleures solutions ont été trouvées pour rendre le voyage le moins carboné possible. Mmh. Ouais. ESG, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'acronyme, on parle de RSE nous souvent, mais c'est vrai que Ouais. ESG, c'est l'équivalent anglophone qui est Enfin, beaucoup utilisé. Je t'en prie. Puisque tu fais une digression, moi je vais en faire aussi. Tu penses quoi de cette actualité récente, qui d'ailleurs je crois a été partagée dans ton journal, à propos des tarifs des hôtels, notamment à Paris, pour les Jeux Olympiques 2024? à mon avis, on n'a pas tout vu encore, hein. Heu En réalité, si tu veux, tu as eu, ce qui est tout à fait normal dans chaque, Jeux olympiques, tu as une espèce de charte ou de contrat qui est négocié avec les hébergeurs. Ça, c'est partout, tout le temps. Sauf que ça a été négocié à Paris avant le covid. Tu imagines bien que les hôteliers, ont rapidement dit, «Bon, écoutez, on a besoin de rediscuter un petit peu de tout ça», parce que le contexte a, clairement évolué. On avait discuté, négocié tout ça avant le covid et maintenant on se retrouve dans un contexte d'inflation, de coût de production des énergies. Enfin, c'est quand même assez différent. Ça va être compliqué de maintenir les engagements qu'on a pu avoir à l'époque, parce que le contexte a clairement évolué. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux et des discussions, mais il faudra que ces discussions aient lieu, sinon effectivement, les hôteliers, essaieront d'éviter de vendre, des chambres à des tarifs trop négociés parce qu'ils trouveront que c'est pas fair-play par rapport au contexte des jeux olympiques et la loi du marché risque d'être peut-être, exacerbée, par ça et donc il y a effectivement des niveaux de prix pratiqués qui soient, à la frontière du raisonnable. Oui. Donc ça, c'est peut-être un risque. À savoir que même si on a, une qualité, de produit qui est plutôt assez élevée, il y a quand même une partie qui est pas non plus, exceptionnelle et donc arriver à payer, je sais pas, très cher
pour, des petits mètres carrés avec quelque chose d'assez vétuste, ce qui existe encore dans Paris, ça risque de nous Mmh. donner, globalement une mauvaise image. Je suis absolument certain que certains OK. journalistes internationaux se feront les gorges chaudes de dire: «Regardez, on a payé 900 € Ouais, pour, ouais. une espèce de cage d'escalier, Et c'est une vaguement vision aménagée, très quoi». court-termiste, en fait, moi, c'est ça qui m'agace, c'est que, quand tu dis limite du raisonnable, en effet, tout le monde n'entend pas de la même façon. Quand on voit des augmentations des prix à de l'ordre de 900 sur certaines dates, en fait, ça me fait rire, mais rire un peu jaune parce que derrière, ça impacte toute la vision, globale du de l'accueil aussi puisque, Mmh. quelqu'un qui paye, admettons 500 € une chambre, il est en droit d'attendre un service exceptionnel. Quand il ne le reçoit pas, l'image, globale de la destination est ternie finalement. Oui, tout à fait. Une destination, ça se construit, sur le moyen et le long terme. Le vrai sujet, c'est de calculer le prix de la non-satisfaction. Donc la personne qui découvre, Ouais. l'expérience à Paris et qui va payer ce prix-là, combien d'argent on va devoir dépenser en promotion, en campagne marketing et cetera pour le faire revenir? Mon Mmh. avis, on pourra dépenser tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc, est-ce qu'on est capable, aujourd'hui de chiffrer, cette non-satisfaction et qu'est-ce qu'elle nous génère sur le moyen et le long terme, en termes de réputation? Alors que dans le même temps, on investit des sommes colossales pour faire la promotion de la destination, et cetera. Donc là, je pense qu'il faut effectivement, que les professionnels soient raisonnables, mais ils le sont plutôt, en réalité, on n'est pas, et je et c'est comme dans toute population, tu as des bons, des mauvais, des gens qui exagèrent et Oui. cetera. Mais globalement, on peut pas stigmatiser par le comportement de quelques-uns l'ensemble d'une profession. Oui, il y aura un effet d'aubaine. Il y en a qui vont exagérer, je pense qu'on pourra pas y faire grand-chose. Mais globalement, je suis plutôt assez confiant que l'ensemble de l'expérience sera correcte. Aujourd'hui, ceux qui sont partis, j'ai eu des échos de gens qui sont partis en voyage aux États-Unis, c'était, hors de prix. Tout était très, 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 très cher et c'était pas à des niveaux, exceptionnels en termes de service ou de qualité dans la nourriture, par exemple. Oui. Donc, je pense qu'on offre quand même quelque chose, qui a un rapport qualité-prix, pas si horrible que ça. Il faut qu'on s'améliore. On s'est déjà amélioré. On disait que, les garçons de café à Paris, c'était le cauchemar des Japonais ou autres, qu'on leur jetait le café, que personne parlait anglais. On a eu beaucoup de critiques pendant très longtemps. C'est plus vrai, franchement. On a pu, s'améliorer et évoluer là-dessus, donc je pense qu'on évoluera aussi sur le reste. Mmh. Bon, bah, écoute, c'est rassurant de l'entendre en tout cas et c'est bien d'avoir, voilà, ta vision qui vient, nuancer tout ça. Je voulais, t'entendre aussi sur un sujet de management et plus largement de recrutement. Je t'apprends rien en te disant que là, nos métiers souffrent depuis maintenant quelques années. En fait, le Covid, ça a juste été un révélateur. Hem, on souffre d'un point de vue recrutement, formation. C'est quoi ton opinion à ce sujet? Bah, le problème, il est très simple, on a un problème de leadership. Ceux qui embarquent les gens, qui leur transmet la passion, qui les fait, continuer à s'investir dans un secteur, ce sont les managers, donc c'est le leadership. Donc si demain, enfin on a eu toute une génération de gens, à qui on a pu transmettre une passion pour ce secteur. Ils ont eu envie de s'investir, ils ont envie de faire les efforts, pour passer les étapes. C'est quand même un parcours, contraignant, donc il faut avoir envie de le faire et puis il faut aussi apprendre, enfin il faut transmettre aux gens le fait de faire les choses avec le cœur. Et ça, si ton encadrement, ton management ne te permet pas de faire ça, alors tu vas avoir des gens qui sont que de passage, qui ont pas forcément du sens. On parle toujours de donner du sens, enfin c'est un peu Oui. la tarte à la crème, mais donner du sens, c'est pas un long discours. Donner du sens, c'est voir le gars qui t'apprend ton métier, s'occuper de toi, donner, de la alors il y a une hôtelière qui est exceptionnelle, qui s'appelle Julie Azy Hoxton, je faut que je la cite. Excuse-moi, je fais une petite parenthèse, mais elle Vas-y. fait elle fait une réunion toutes les semaines. J'adore parce que pour moi, elle incarne tout ce que j'aime dans ce secteur et la réunion avec le staff, c'est, à cha elle pose la question à chacun: «Est-ce que comment tu as donné du love cette semaine?» Comment on a donné du love aux clients? Elle dit: «Bah oui, Mmh. j'ai vu des Japonais qui avaient perdu leurs clés, ils étaient désemparés, voilà et en fait, fondamentalement, elle résume le métier, pas à savoir faire un check-in et check-out ou autre, mais comment on a donné du love. Mais pour que Bien sûr. quelqu'un, humainement parlant, soit dans la disposition pour donner du love,
Il faut pas, qu'il ait choisi ce métier par défaut. Il faut pas qu'il vienne, en reculant et cetera et cetera. Donc comment toi, en tant que manager, en tant que leader, tu arrives à mettre les gens dans une disposition humaine pour que eux mêmes soient en capacité d'aller donner et fournir cette empathie sincère que les gens enfin, qui crée la différence. Tu prends un théâtre, le théâtre est magnifique, la troupe est mauvaise, tu vas passer un mauvais moment. Tu prends une troupe de théâtre exceptionnelle, tu mets 4 tréteaux et un rideau et puis tout le monde applaudit, a passé un moment extraordinaire. Très bien. J'exagère, hein, évidemment, mais tu vois bien où je veux en venir. Oui. C'est que finalement, c'est cet accompagnement de l'humain, c'est comment on redonne de la passion, comment on donne de l'autonomie aux gens, et cetera. Et ça, c'est la crise de leadership. C'est parce qu'on a cette crise de leadership où cette courroie fonctionne plus, que les gens trouvent plus du sens dans le travail qu'ils font et que finalement, à partir du moment où tu résumes le problème d'un secteur au fait qu'on est mal payé, je veux dire, si on fait Mmh. que ça pour l'argent, de toute façon, on n'a pas résolu le problème. Le fait de dire qu'on est mal payé, c'est un symptôme de tout un tas de choses qui dysfonctionnent et donc de dire parce que tout le reste dysfonctionne, on aimerait compenser ça par le fait d'être payé mieux. Je pense qu'il faut qu'on paye mieux les gens dans l'absolu, c'est il y a pas de Ouais. débat et d'ailleurs, il y a un premier travail qui a été fait là-dessus et le secteur s'est un peu ressaisi parce que c'est vrai qu'il avait un peu déconné et tout le monde l'a reconnu, voilà, amende honorable de tout le monde et c'est très bien. Mais bon, il faut pas qu'on en reste que là maintenant. Voilà, donc je pense que le vrai sujet, c'est le leadership et le leadership, c'est d'apprendre d'abord soi-même à dépasser ses peurs. Parce que Ouais. pour mettre les gens dans les bonnes conditions, il faut les aider, il faut les rassurer et les rassurer, c'est de dire: «Regarde, moi j'arrive à dépasser mes peurs. Je suis un point de sécurisation pour toi», Mmh. et si on l'a pas fait soi-même, on n'est pas crédible. Ça se dit pas, ça se sent. Les gens, ils vont sentir, Ouais. si la personne, elle a confiance en elle, et cetera, tu vois? Toi, tu es une grande fierté parce que tu as eu ce parcours de MOF. Moi, je suis totalement admiratif, hein, vraiment, je pense que je le serai jamais dans ma vie. Ce serait une grande frustration et j'ai pas le courage et voilà, mais je suis profondément admiratif de pouvoir arriver à ce niveau de passion. Mais le parcours qu'il faut en faire pour en arriver là et le Ouais. fait demain de pouvoir être un exemple pour les autres et les gens savent que ça n'a pas été, voilà, en passant devant un truc, que tu as pris que tu pris le truc J'ai vu de MOF. la lumière, je suis rentré. Voilà, donc ça ment pas tout ça, le parcours de la personne, le mérite, le fait Mmh. d'embarquer, de transmettre cette passion, tout ça, c'est ça le rôle d'un leader, et je crois qu'aujourd'hui la vraie crise qu'on a, c'est une crise de leadership. Voilà, tout Mmh. simplement et puis j'espère que ça va se corriger, mais on n'apprend pas de leadership dans les écoles hôtelières. En France, on est très nul là-dessus. On n'apprend pas de leadership vraiment à l'école, un peu de théorie, mais bon Ouais. voilà, alors que c'est un vrai métier, C'est un vrai métier et tu l'as bien défini. J'aime bien quand tu résumes parce que c'est quelque chose que moi je disais toujours à mes équipes. Les choses se sentent et c'est la difficulté de nos métiers justement quand on fait du service et quand on fait de l'humain plus largement, c'est que il y a pas de recette magique, il y a pas de formule mathématique, tout se sent. Donc il faut avoir une capacité à sentir, à capter des choses, quand on nous dit, par exemple, quelque chose, comprendre ce qui nous est dit, surtout ce qui ne nous est pas dit. mmh. C'est ça, c'est une vraie capacité, qu'on appelle l'empathie, hem et pour moi, ça doit, enfin le leader, il doit avoir sa cheville au corps, en tout cas être capable de comprendre, pour emmener ses équipes après aussi dans une certaine direction et en effet, ça s'apprend pas, enfin, c'est-à-dire c'est pas inné, mais on peut quand même, apprendre les clés au fur et à mesure du parcours. En tout cas, moi, je pense pas que c'est quelque chose que de base, j'avais, ni le management, ni le leadership quand je suis rentré en entreprise, mais d'avoir été confronté à des grands leaders et des très bons managers, ça m'a permis aussi de m'inspirer, d'aller dans cette direction-là, finalement. Bah, tu vois, je pense qu'il en manque dans le secteur et aujourd'hui, on a une crise, par rapport à ça. On a lancé une initiative qui s'appelle les Young Talent Awards et Oui. donc on a demandé, je citerai pas de nom dans cet exemple, mais je le dis avec beaucoup de bienveillance et donc on a demandé, aux participants de nous donner des sujets pour les jeunes. Et donc, c'est très vite arrivé sur la partie ressources humaines, dans ces Mmh. groupes-là. Et la première question, c'était: «Ah, bah, comment on peut attirer les jeunes, dans le secteur?» Attendez, c'est à vous de répondre à cette question. Mmh. Faites des dossiers sur plutôt comment on peut, améliorer l'expérience client, sans plastique à usage unique, comment on peut créer, des zones de back office qui sont aussi stimulantes pour les collaborateurs que ce qu'on fait pour les clients. On est très bon en parcours client, mais on est nul en parcours collaborateur. Ouais. Et c'est ça qui va les stimuler les gens. Donc, je pense qu'on a vécu 20 ans,
de technicité dans les ressources humaines dans notre secteur et ça appauvrit ce qui est le moteur et ce qui fait que les gens adorent ce métier, c'est l'humain. Et donc ça, c'était un des premiers, à mon avis, facteurs. Le deuxième facteur, c'est que, notamment dans l'hôtellerie, on a beaucoup appauvri la prise d'initiative au niveau du terrain. On a conceptualisé le revenu management, etc. Voilà, on a processé des choses, on a industrialisé, tout ça est remonté au niveau du siège. Et finalement, la capacité de prise de décision sur le terrain, qui est là où se déroule la servuction, se déroule la création de la valeur, eh Mmh. ben, on l'a vachement appauvri. Et donc, finalement, les gens avaient l'impression d'exécuter des tâches assez cloisonnées et peut-être un peu trop processées. Et je pense que ça a vidé aussi un peu de sens tout ça. On est Ouais. complètement en train de faire euh, le chemin inverse aujourd'hui, hein. Mmh. Mais je pense que c'est ça, cet ensemble de choses fait qu'on est arrivé au bout de 20 ans dans la crise dans laquelle on est. Et justement, comment est-ce que tu penses que nos métiers, les métiers de l'hospitalité, ils vont évoluer dans les années à venir au regard de tout ce que tu as dit déjà là? T'as des paradoxes. Les jeunes veulent pas, travailler de 9 heures à 18 heures derrière un bureau du lundi au vendredi, on trouve ça un peu old school quand même, comme Mmh. façon de faire les choses et dans le même temps, ils veulent pas aller dans une industrie où on peut, travailler samedi, dimanche, se reposer, lundi, mardi, travailler tôt le matin et avoir l'après-midi de libre et inversement. Donc je pense que là aussi, plutôt on parle toujours d'innovation digitale ou autre, je pense qu'on a des vrais sujets d'innovation en termes d'organisation du travail. Donc là, on a plein de choses à faire Ouais. et paradoxalement, on est complètement une industrie qui est capable d'offrir de la flexibilité dans le travail, et cetera. Voilà, il faut le faire. Il faut que maintenant on soit perçu comme ça. Et ensuite, je pense que on va remettre vraiment l'humain complètement au centre. Et une fois que je t'ai sorti cette tarte à la crème, je vais l'expliciter un petit peu. J'aime bien citer cet exemple parce que j'ai eu l'occasion de discuter de temps en temps avec Serge Trigano ou les Trigano, parce que tout le monde cite Mama Shelter en exemple. Ils disent ah bah c'est super, ça marche bien. Et donc tout le monde a très vite voulu entre guillemets copier. Et donc ils sont venus, ils ont écrit à la craie sur le plafond, ils ont mis des vélos attachés au mur, et ils n'ont pas obtenu le même résultat parce que leur sujet, évidemment, il y avait le génie de Stark qui a fait des trucs extraordinaires en termes de design ou autre, mais c'était surtout la façon dont ils trouvaient des gens qui avaient des vraies personnalités, comment ils faisaient des castings pour les recrutements et comment les Mmh. gens animaient au sens de venir avec son âme dans le lieu pour créer, bah voilà, justement cette magie d'animation où on se sent bien, où on se sent attendu, où on se sent écouté. Et c'est ça, en gros, qui a créé un peu toute la Ouais. magie autour. Donc, je pense que maintenant qu'ils ont montré un peu la voie, eux et d'autres, voilà, ils ont évidemment été parmi les précurseurs. Euh, on va probablement voilà, redonner de la capacité aux gens d'être novateurs, d'être libres dans la façon dont ils peuvent fournir le service et de se sentir en pleine capacité d'animer leur lieu de travail avec leur personnalité, leur âme, etc. Et je pense que c'est clairement vers quoi on va aller. D'ailleurs, Ouais. on voit, hein, on fait des castings maintenant pour recruter parce qu'on se dit quelqu'un, il va apprendre à faire un check-in, check-out sur Opera. Ok, s'il n'y arrive pas de toute façon au bout de 3 semaines, c'est que le problème est ailleurs. Mais par contre, le fait qu'il ait envie d'aller vers l'autre, qu'il ait envie de s'intéresser à l'autre, etc., bah, où il l'a ou il l'a pas, quoi. Euh, et ça, ça va être important. Mmh. Ouais, je pense qu'on est complètement alignés là-dessus. Absolument. Pour un hôtelier qui, enfin, qui va dans cette mouvance, tu aurais des recommandations, des conseils peut-être actionnables de choses à faire? Écoute, en fait, tout le problème, c'est la confiance. Comment tu construis de la confiance? Pour donner justement ce leadership qui permet aux gens de se sentir s'épanouir dans leur travail et peu importe quel que soit leur travail. Vraiment, ça peut être femme de chambre, ça peut être en service en salle, etc. Comment on crée un climat de confiance dans les relations professionnelles. Et je pense que ça, c'est la première étape. À partir du moment où il y a une réelle relation de confiance, d'abord le directeur d'hôtel ou celui qui gère un point de vente ou un site, sa vie sera plus sympa s'il a des collaborateurs en qui il a Ouais, confiance, où il sait en que ça se effet. passe bien quand il n'est pas là, etc. Les collaborateurs, ils seront aussi plus à l'aise, s'ils savent qu'on leur fait confiance, ils vont plus se responsabiliser, plus s'investir. Ouais. Donc la clé, c'est d'essayer de voir comment on peut créer une relation de confiance dans les relations au bureau. Et ça se dit simplement et c'est compliqué à faire. Pour
plein de raisons. D'abord, Mmh. de nos jours, parce que c'est compliqué, on choisit plus vraiment avec qui on travaille. On va dire: «OK, on va prendre cette personne, ça va à peu près, puis on espère que ça va fonctionner et qu'on va réussir à construire quelque chose». Mais je pense passer du temps à construire une vraie relation de confiance, c'est la base de tout. Donc une fois qu'on a fait ça, et il faut y investir du temps, il faut être sincère, on peut pas manager si on n'aime pas les gens. Donc il faut accepter que la personne elle est pas parfaite, qu'elle va faire des erreurs, que ça va nous emmerder, qu'on va passer derrière, pour essuyer dans un premier temps, que voilà, et on sera déçu. Forcément, il y aura des cas où ça va pas marcher et voilà, mais il faut se rendre disponible, avoir du cœur, et donner de «l'amour» entre guillemets pour créer cette relation de confiance, parce qu'à moyen et long terme, c'est ce qui va permettre justement aux collaborateurs de faire le petit truc en plus, que le client va trouver bien, qui va laisser un avis positif, qui va avoir un bouche à oreille, positif, qu'il y aura moins d'assiettes cassées, moins de bouteilles perdues pour je ne sais quelle raison, et cetera, et tout ça est un cercle vertueux, et celui qui arrive à créer ça, tu vois, c'est le top 10 des performeurs, au niveau opérationnel. Nous, on Mmh. le voit parce qu'on a beaucoup de statistiques. Tu changes un directeur d'hôtel sur le même hôtel, tu peux avoir 30 Ouais, c'est flagrant. de revpar en plus. C'est pas dans 100 des cas, mais tu sens que le facteur humain, Mmh. voilà, et quand tu regardes qu'est-ce qu'il a fait? Beh, il a incarné du leadership, il a mis en place de la confiance, et cetera. Mmh. Il faut beaucoup se renseigner, beaucoup travailler sur soi, mais c'est une vraie clé, je j'ai envie de dire, si tu me poses la question, voilà. Ça Ouais. peut être, un sujet à travailler. Complètement, c'est très, très intéressant et moi qui suis aussi beaucoup dans les hôtels, c'est quelque chose que je ressens, énormément. Ça, on fait le lien avec tous les sujets qu'on a évoqués. Un bon leader placé au bon endroit dans une entreprise peut clairement faire la différence et c'est certainement le premier conseil pour l'hôtelier, c'est choisir, qui va diriger, que la personne incarne aussi l'entreprise pour pouvoir emmener, des équipes après un peu comme un bon chef de guerre emmènerait son armée, même si, le l'analogie fait un peu violente, mais n'empêche que c'est la même idée que déplacer une armée, ça demande d'avoir quelqu'un qui incarne ça pour que tous les soldats derrière aient envie d'aller se battre, et de brandir le sabre de la même façon. Mmh. Alors c'est un peu moins grave, mais je me permets de Oui. rebondir là-dessus. C'est un peu moins grave aujourd'hui, hein, mais il y a encore quelques temps, je me suis dit: «Ouh là là, ça devient compliqué», parce qu'on a tous les postes d'entrée dans le secteur qui sont en train de partir complètement à volo. On n'arrive plus à recruter personne. Les gars, du jour au lendemain, ils étaient en abandon de poste et tout, et qui se retrouvait, à 6 heures du mat à aller faire le petit déj, à l'hôtel parce que le gars qui devait s'occuper de ça était pas là, c'était le middle management, Ouais, dans nos opérations, et franchement, je me suis dit: «Ceux-là, vraiment les pauvres, ils en chient, quoi, et c'est vraiment pas facile tous les jours. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils tiennent la baraque dans un contexte qui était très, très, très compliqué. Et je me dis: «Mais si eux, le jour où ils nous claquent entre les doigts, ça va être compliqué», parce que je vois mal le propriétaire, qu'il soit fonds de pension ou mmh, assurance ou autre, aller descendre venir servir les petits faire des déjeuners. chambres. Et j'ai eu l'occasion dans quelques comex de dire: «Si vous, vous êtes malade, tout le monde s'en fout. Ouais. Mais par contre, si la femme de chambre, elle est malade et que la chambre, elle est pas faite, c'est pas bon pour le business». Donc voilà, j'ai eu assez peur qu'on perde un peu le middle management. Moi, je trouve que c'est en train un peu de Mmh, s'améliorer, donc voilà, croisons les doigts, mais c'est vraiment important, complètement. et il faut leur rendre grâce, au travail qu'ils ont fait et d'avoir tenu la baraque Ouais pendant pas et mal de temps, hein. beaucoup plus valoriser, ces métiers de middle management qui font toujours le tampon entre, la direction, les clients et les premières lignes de staff. Absolument, ils sont essentiels. Evangeliste, tu nous as partagé énormément de choses et je te remercie. Je te propose maintenant de jouer à mon jeu, du moment qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. J'aimerais que tu nous donnes un mot-clé de ton choix et l'auditeur qui utilisera ce mot-clé, soit en commentaire sur Apple Podcast avec un avis qu'il va laisser, soit, sur, ma chaîne YouTube sur l'épisode, adéquat. Si tu donnes un mot qu'ils utilisent, ils bénéficieront du bénéfice de ton choix et la parole est à toi. Eh ben, écoute, je propose le mot, cœur. Voilà, on a pas mal parlé. Faut faire pour moi, faut faire les choses avec le cœur, quoi qu'on fasse. C'est la seule façon d'en tirer un vrai bénéfice durable pour soi et pour les autres, donc Mmh. voilà, le mot cœur. Et puis écoute, sur le bénéfice, j'ai pas beaucoup d'idées, mais en tout cas, j'adore partager. Donc si ça peut être, et puis j'adore aussi, entendre les choses. Donc je serais très, très content de prendre un café, faire une visio, n'importe, avec,
la personne qui serait intéressée, puis discuter un peu, de ce Parfait. qu'il a envie sur le secteur, choix Je de suis carrière, évolution, conseils, avec grand plaisir et puis j'adorerais aussi écouter, son parcours, son histoire, mmh, je génial. m'enrichis toujours de ces échanges. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui seront intéressées de pouvoir, prolonger cette conversation avec toi. J'aimerais qu'on rouvre sur ton passé, hem et si je te donnais le pouvoir de voyager dans le temps et de revenir en arrière, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? C'est une question un peu, délicate. Alors je voudrais pas, faire de la métaphysique, de comptoir, je crois que malheureusement, on est la somme des expériences qu'on vit. Ouais, Donc, est-ce que je suis content aujourd'hui? Oui, ça va, je sais pas, ça pourrait être mieux, mais si je le suis, c'est parce que j'ai passé toutes les étapes, d'avant, qui ont été parfois sympas et puis parfois pas sympas, mais comme tu le sais, on apprend surtout dans la douleur. Les choses viennent au monde dans la douleur, mmh, et c'est OK, c'est pas grave. C'est dommage si on n'en apprend rien, parce qu'on a souffert pour rien et on ressouffrira pour apprendre, c'est évident. Mais par contre, c'est top, derrière et on se dit finalement: «OK, c'était pas si grave que ça», on oublie assez vite, la douleur. Donc non, écoute, je suis content de ce que la vie m'a donné, et puis, tu sais, dans la vie, on a tous 24 heures. C'est l'unité la plus égalitaire, la ressource oui, la plus égalitaire au monde. Donc, franchement, si tu vis ces 24 heures sans y mettre du cœur et un peu de passion, c'est vraiment gâcher, ce cadeau de la vie. J'y arrive pas tous les jours, mais, j'essaye et puis ouais. j'espère, m'améliorer, ch chaque année, quoi. Est-ce que tu as le temps de lire au milieu de ces 24 heures? Je suis très, très nul. Je fais partie des gens qui accumulent des livres sur sa table de nuit en disant: «Il faut que je lise ce livre Ouais, absolument», je et vois. cetera. Donc j'en ai lu quelques-uns, ouais, ces Mmh. derniers temps qui Tu as étaient une plutôt, recommandation que tu aimerais partager? écoute, allez tiens, j'ai lu un truc développement personnel, rien à voir avec le secteur, Mmh. un livre de Lise Bourbeau, «Les blessures de l'âme». Et j'ai trouvé ça intéressant. Si tu veux, je pense qu'arrivé à un certain âge, tu te reconfrontes à tes blessures et c'est intéressant de faire ce travail introspectif, et de se dire, «Tiens, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis dans le déni sur telle chose? Et comment je peux un petit peu m'améliorer ou au moins essayer, à titre individuel pour mieux contribuer, collectivement?» Et voilà, je trouve que c'est un cheminement intéressant que toute personne devrait, prendre le temps de faire. Ça, Mmh. c'est je suis tombé là-dessus, ça m'a plu, mais peu importe la façon de le faire, je pense que c'est plutôt une hygiène, Je psychologique saine, quoi. je prends, je prends. Tu as une citation favorite ou un mantra que tu aimes te répéter? Heu, allez, je t'en donne 2. Un business et peut-être un perso. Alors le business, je l'adore et je l'ai pris à Georges Samper qui est pour moi un formidable professionnel du secteur. Il disait que la règle d'or, c'est celui qui a l'or qui fixe la règle et je crois que dans le business, en effet, Malheureusement ou heureusement, c'est vrai. en tout cas, voilà, je trouve que c'est une Ouais, règle qui il faut l'entendre, il faut la ouais. garder à l'esprit. Et puis, après, je pense que la seule personne à qui on doit pas mentir, c'est à soi-même. Mmh. Voilà. Sinon, on est perdu dans un monde qui est pas la réalité et on peut pas avancer, progresser. Il faut accepter d'affronter, les sujets et on se bat pas contre les autres, on se bat contre soi-même. Mmh. Il faut, je crois, garder ça à l'esprit en permanence. Parce que chercher, Tout le à fait. problème dans l'autre, c'est se perdre et pas trouver la solution. Nous sommes le point commun de tous nos problèmes. Mmh. Tout voilà. Donc une fois Ouais, qu'on sait ça ça, s'applique à plein de choses que tu dis, c'est très vrai. voilà, Tu bon, vois que tu as beaucoup de sagesse de développement personnel. je te donne un exemple très concret, pour revenir à tout début de notre entretien, dans le management. Ça peut arriver, de dire, «Putain, mais c'est pas possible, ils sont cons, ils comprennent pas ce que je veux leur dire, ça va pas, je suis pas content du résultat» ou autre. Bon, ça, c'est spontané, c'est l'ego. Puis après, tu réfléchis, tu dis: «Non, ouais, non, la façon dont j'ai passé le message, c'était pourri. Jamais ils auraient pu arriver à comprendre» et tu comprends tout ce que toi, tu peux faire de ton côté pour que ça fonctionne mieux. Donc voilà, je pense qu'il faut sans arrêt, même si on commence pas par là, mais sans arrêt avoir cette humilité de se dire: «Qu'est-ce que moi j'ai pas bien fait? Ou qu'est-ce que je peux améliorer
pour que les choses fonctionnent mieux et voilà. Oui, absolument. Est-ce que tu aimerais voir inviter sur Hospitality Insiders quelqu'un en particulier? Et si oui, qui est-ce que ce serait? Écoute, c'est une bonne question. J'en ai plein en fait, mais je veux pas te mettre dans l'embarras. Écoute, j'ai cité, heu, Serge Georges Trigano Samper, tout à l'heure, ouais, Georges ou Serge Samper. Trigano, je trouve vraiment que c'est des gens très inspirants, mais je te laisse le choix. Donc je trouve Serge Trigano, je suis d'accord, Georges Samper, je suis d'accord et j'aime bien Fabrice Collet aussi, qui est la suite de Georges Samper et je pense que c'est pas la suite par hasard. Donc écoute, si l'un ou l'autre sont contents de le faire ou les 3, Bah ce écoute, ouais, serait un beau partage avec le secteur et avec ton je te audience. propose qu'on leur envoie l'épisode une fois qu'il sera sorti et je serais ravi de les accueillir sur le podcast pour continuer cette conversation. Quelqu'un qui aimerait aussi prolonger l'échange avec toi, quel est le meilleur moyen de le faire? Écoute, j'essaye de répondre, un peu partout, je reçois des emails, des WhatsApp, des messages sur LinkedIn, ou Mmh. autre, donc c'est un peu compliqué, mais j'essaie de répondre, toujours du mieux que possible, OK. à ces différents messages, donc écoute, je crois que LinkedIn, c'est Je presque encore mettrai ce qu'il y a de plus facile, le quoi. lien LinkedIn avec plaisir dans ce cas. Et enfin, Vangelis, on va terminer cet épisode. Je voudrais te laisser faire passer le dernier message à nos insiders. Si tu avais donc quelques derniers mots à faire passer, quels seraient-ils? Eh ben, ne gâchez pas 1 heure de votre vie, sans y mettre du cœur. Donc quoi que vous fassiez, je veux juste cette petite anecdote, désolé, je suis long à chaque fois que tu poses une question, mais cet été avec ma fille, tu sais, les discussions un peu débiles dans la voiture avec les enfants, «Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie?» et cetera et donc de façon un peu provocatrice, elle me dit: «Ah ben, moi je vais être éboueur», en pensant que ça allait me poser un problème. Je dis: «Mais écoute, c'est pas du tout un problème. Sois ce que tu veux, mais sois la meilleure dans ce que tu fais et pour être la meilleure, il faut que tu mettes du cœur. Donc si demain, tu veux être éboueur et que tu trouves une façon de rendre le monde plus propre, ou donner juste du plaisir aux gens de ton quartier parce que tu fais bien tes trucs ou devenir la plus grande businesswoman du monde de la propreté, je m'en fous. Fais ce que tu veux, mais fais-le avec du cœur et c'est que comme ça que tu seras la meilleure. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.